Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes heureux avec Philippe, avec Renaud et avec toutes les équipes de vous retrouver ce matin pour notre premier contrepoint de l'année 2018 ce matin, et nous vous souhaitons, avec Philippe Leduc, avec Renaud Degas, avec Françoise Millet et toute l'équipe, toutes les équipes des contrepoints de la santé, hashtag contrepoint santé, nous sommes heureux de vous retrouver et de vous souhaiter à chacun et à chacune une bonne année. Je salue celles et ceux qui également ce matin nous regardent sur nos télévisions. Ici, nous sommes à l'Opéra de Paris, qui nous regarde donc sur Internet et sur nos réseaux sociaux. Bonne année également à nos confrères et amis journalistes et puis à nos partenaires fidèles. Je les cite ce matin, Point Vision évidemment, MSD, BVA, Carte Blanche et Pasteur Mutualité. Le débat que nous allons ouvrir ce matin est un débat, c'est une vraie boîte de Pandore, m'a dit de dire Philippe ce matin. Et tu l'as dit. Bravo. Et je l'ai dit. C'est un sujet difficile, c'est un sujet passionnant, vous le verrez. En tout cas, c'est un sujet tel que les Français les aiment. Il y a tout dans ce sujet-là et nous le verrons. D'ailleurs, nous le verrons avec Renaud qui nous présentera le sondage BVA et qui nous dira que les Français évaluent assez bien finalement les enjeux et les risques aussi, mais aussi les bénéfices. Nous aurons 1 heure pour parler de data, Philippe, nous parlerons de mégadonnées avec nos invités, puis sans doute d'intelligence, enfin un peu artificielle, ce sera nouveau pour nous, pour toi en particulier. Nous parlerons en tout cas de révolution numérique et de révolution médicale. Grâce à tous ces progrès, mesdames et messieurs, nous serions garantis de mourir soignés, peut-être d'ailleurs de ne pas mourir du tout, si j'ai bien compris. En tout cas, évidemment, si nous allons vers l'éternité, vers ce Graal qui nous tente, eh bien, nous risquerions, paraît-il, également d'aliéner notre liberté et puis d'enrichir quelques prédateurs qui veillent et qui rôdent autour de nous. Mais, l'État veille, l'Europe veille, et Madame Polton veille. Madame Polton, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes présidente de l'Institut national des données de santé. Vous êtes une économiste connue, une statisticienne. Vous avez été conseillère, notamment d'ailleurs à la CNAM, sur ces sujets en particulier. Vous avez même dirigé l'IRDES. Et puis Gwendoline Boyaval. Alors, vous n'êtes pas Cyril Chiver, hein ? Voilà, je l'avais reconnu, merci. Et en tout cas, merci de le remplacer au pied levé ce matin. Vous êtes également une spécialiste de ces sujets. Vous le faites dans un laboratoire CMSD. Et nous sommes contents de vous avoir parce que vous êtes pharmacien ou pharmacienne, pharmacien. D'accord. Et nous sommes contents de parler avec vous parce que vous connaissez ces sujets et que l'industrie, effectivement, est très impliquée dans ces sujets. Voici l'introduction, mon cher Philippe. Merci Pascal, oui, tu l'as dit, c'est une vraie boîte de Pandore. Dans les données de santé, on peut mettre tout et son contraire. Et c'est pour ça qu'on va convoquer Ésope et Socrate. Ésope parce que comme la langue, les données de santé, c'est pour le meilleur et pour le pire, vous nous direz. Et puis Socrate parce qu'il faut une langue d'Ésope, une langue qui ne soit pas de bois. On va essayer de vous faire accoucher, essayer de bien comprendre les enjeux de ces données de santé. Alors, en introduction, quels sont les enjeux principaux? Quels sont les risques? Quelles sont les opportunités? Est-ce que les risques, le principal risque, c'est le non-respect du secret, par exemple? Ou à l'inverse, ça serait de rater cette opportunité que nous offrent les données de santé? Et c'est vrai qu'on a un certain retard en France, alors qu'on a énormément de données. Et l'opportunité, est-ce que c'est d'améliorer la santé publique ou justement d'avoir la possibilité de responsabiliser chacun? Alors, les grands enjeux pour vous des données de santé pour qu'on en fasse quelque chose en France, la France dont on connaît la frilosité, la CNIL, la réglementation, mais aussi l'excellence de sa recherche. Alors, en quelques mots, les vrais enjeux. On va commencer par Dominique Polton. Madame Polton, on vous fait accoucher de grandes idées, rassurez-vous ce matin. Accouchons. Oui, bon, l'accouchement n'est pas trop compliqué quand même, parce que les bénéfices potentiels, on les connaît. Il y a des bénéfices de toutes sortes. Utiliser les données, que ce soit pour les patients, pour optimiser leur traitement, personnaliser leur accompagnement, leur donner des informations sur les systèmes qui leur permettent de mieux choisir, pour les professionnels de se comparer entre eux, de pouvoir avoir accès à l'expertise
d'expertise plus facilement, pour les industriels évidemment de développer plus de produits et d'innovation, mais aussi pour les régulateurs, on le sait, de pouvoir avoir un regard sur le système plus aiguisé, plus pertinent, de prendre donc des mesures de régulation plus intelligentes, on l'espère grâce à ça, et puis avec un suivi en vie réelle qui est de plus en plus important pour les traitements. Donc on voit bien que les bénéfices, ils sont effectivement pour tous et très importants. Pour la recherche aussi. Et notamment pour la recherche, je pense que c'est un élément très important, c'est effectivement l'accélération de possible de la recherche au travers de données observationnelles qui aujourd'hui sont moins mobilisées, je pense qu'elles pourraient l'être. Parce que les modèles de recherche aussi vont changer et à côté des essais cliniques dont on a l'habitude, il y aura de plus en plus d'utilisation de ces données-là, c'est clair. Donc tout ça, c'est un formidable booster, mais effectivement, c'est quand même des données sensibles aussi. Ça, c'est des promesses. On espère beaucoup, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Et vous nous le direz plus tard avec l'Institut, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le risque est de ne pas y arriver? Je ne sais pas si on peut dire on va y arriver ou on ne va pas y arriver. Je pense qu'il faut qu'on agisse pour y arriver. Quand on vous lit, Madame Polton, dans votre rapport, enfin celui d'ailleurs pour lequel nous vous avons invité également ce matin, le dernier rapport sur les données de vie réelle, vous êtes très, très balancée, hein, très prudente. Et vous dites qu'à la fois on est engagé, mais pas trop, qu'on a... Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on a des très forts atouts en France. On a quand même un patrimoine assez formidable et qui, à mon avis, le reste quand même au plan international quand on regarde ce qu'ont les autres, parce qu'on a des données. Alors pour le coup, on y viendra peut-être. Il y a des sources de données, il y en a plein. Et il y a des domaines dans lesquels on est bon et d'autres dans lesquels on est moins bon. Là où on est assez bon, effectivement, c'est un socle de données plutôt qu'on appelle médico-administrative. Donc finalement, c'est des données issues du remboursement. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même 67 millions de personnes dans une base de données qui n'a pas de perdu de vue, qui est codée de manière relativement homogène, qui ne coûte plus très cher puisqu'elle a déjà été constituée. Toutes ces choses, c'est quand même des gros avantages. Je pense y compris dans la compétition internationale, c'est vraiment une base qui est intéressante. Alors à l'inverse, il y a beaucoup de projets ailleurs et nous, peut-être qu'il faut qu'on se bouge aussi pour passer aussi aux étapes suivantes et on sait bien ce que c'est d'avoir des données cliniques, de pouvoir apparier. Qui c'est vous ou qui c'est nous? Quand on se bouge, c'est qui? Je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est vraiment. Je pense qu'il faut un élan des pouvoirs publics parce que il faut une stratégie et quelque part quand même il faut que l'État donne un peu un élan là-dessus, une impulsion. Mais je pense que c'est vraiment l'affaire de tous. Et alors vraiment c'est l'affaire des cliniciens comme aussi des industriels d'ailleurs qui peuvent aussi être partenaires dans la co-construction d'outils de ce type. Alors Gwendoline Boyaval, les enjeux alors pour les industriels en général. Est-ce que là, vous y croyez un peu parce que vous réclamez toujours plus de données, mais d'abord, est-ce que vous êtes légitime aussi? Quelle est votre vision du traitement de ces données de santé? Alors, une question très riche. Donc, les enjeux, la France, donc, elle a été pionnière dans la construction de bases médico-administratives et donc il y a une richesse en termes de données qui est nécessaire d'exploiter. Donc il y a des investissements de différents acteurs de la santé. L'enjeu finalement c'est la reconnaissance de ces investissements dans la valeur de la donnée. Donc bien définir ce qui est usage des données et valeur des données, de façon à éviter qu'on continue à investir dans la donnée en France et qu'il n'y ait pas une fuite des investissements à l'étranger et le fuite des talents, donc des expertises à l'étranger. Donc il y a vraiment un enjeu, je rejoins Madame Polton, un enjeu de fixer une vision stratégique au niveau de la donnée et une coordination de tous les acteurs de santé avec une place, comme l'a dit Madame Polton, des industriels de santé. Qu'est-ce qui doit fixer cette vision stratégique? Ça doit venir au niveau de la ministre. Des pouvoirs publics, d'accord. Tout à fait. Et donc, l'opportunité que je vois, c'est de créer en France une filière d'activité axée autour de la génération de la donnée, ce qui veut dire, sera pourvoyeur d'économie avec des emplois qualifiés. Et aussi, ça permettra d'aider dans le pilotage d'une politique de santé, puisque ça permettra de définir des indicateurs de suivi en termes de qualité, en termes de pertinence des soins. Et donc ça, pour moi, c'est clé si on veut se fixer un cadre stratégique, des orientations. La donnée, elle est cruciale. Il y a données et données, Pascal. Il y a différents types de données. Alors, il faut qu'on évacue plutôt tout de suite le problème des GAFA. Oui. Alors, oui. Et puis, alors on va évacuer les GAFA. Évacuons quelle ambition! Évacuons Mais il faut être ambitieux dans cette nouvelle année. Oui, parce que en même temps, voilà. En même temps, donc il y a plusieurs acteurs. Il y a les pouvoirs publics, vous l'avez dit. Il y a des gens comme vous. D'ailleurs, on a dit, on vous reçoit ce matin, industriels, mais il y a aussi les assureurs, il y a aussi des gens qui sont tout à fait franco-français. Et puis après, effectivement, il y a ces GAFA qui, en tout cas, eux, ne sont en général pas français. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu que c'est Google qui rapatrie C'est Apple. Non, c'est Apple qui rapatrie vous avez vu, 38 milliards
38 milliards, ils vont payer 38 milliards d'impôts au fisc américain en rapatriant leurs bénéfices, qui représentent à peu près 250 milliards. Donc il y a 250 milliards qui vont être investis aux États-Unis par Apple. Alors pas uniquement dans les données de santé, mais il y a des moyens colossaux. Alors justement, Pascal, il y a données de santé, données de santé. Il y a les données de santé, il y a les veaux de l'Institut administratif, et puis il y a les données de santé qu'on remplit chacun sur son smartphone, etc. Définissons ce qu'est données de santé. Et je me suis posé la question, pourquoi dans la mission que l'on vous a attribuée à l'Institut national de santé, des données de santé, pourquoi vous a-t-on finalement limité à certaines données et pas à d'autres? Il faut que vous nous expliquiez un peu dans le détail les uns et les autres. Définissons ce que sont les données de santé. Oui, alors effectivement, les données de santé, c'est des choses, c'est très très varié, puisque d'abord les systèmes de santé eux-mêmes produisent d'énormes quantités de données de santé au travers, par exemple, des parcours de soins, tout ce qui vient des dossiers médicaux, des dossiers hospitaliers, des systèmes d'imagerie numérisée, des automates de laboratoire, tout ça, et jusqu'aux données génomiques, à la limite pour un certain nombre de nos concitoyens. Tout ça, finalement, peut être collecté au travers du parcours de soins. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des données finalement toujours sur la gestion du système de soins, mais plutôt sa gestion administrative. Il y a tout ce qu'on peut recueillir de manière ad hoc, qui quand même existe encore beaucoup, des fabrications de registres, de cohortes, mais aussi toutes les études ad hoc qui sont faites par exemple aujourd'hui en post-inscription. Et puis il y a cet énorme monde des données, effectivement, à côté de ça, et souvent même à côté complètement du système de santé, qui sont finalement nos traces numériques, les systèmes de vente sur Internet, les systèmes de rendez-vous médicaux, des choses qui sont à la fois dans le domaine du soin, mais aussi très largement dans le domaine du soin et plutôt dans le domaine du bien-être et du fitness, et qui effectivement sont autant de traces sur notre santé aussi, y compris nos visites de sites, y compris tout ça. Et tout ça est totalement tracé. C'est un des risques d'ailleurs. Le risque, c'est certes on y viendra, la confidentialité, le respect de la vie privée, mais enfin c'est le fait qu'on est sous une surveillance qui est absolument colossale en matière d'Internet. Et ces données personnelles, donc on appelle ça les données personnelles, vous n'avez aucune action sur elles? Non, mais l'Institut national des données de santé a été construit quand même dans une espèce de rationalisation d'une partie du paysage, pas tout. Et d'ailleurs, honnêtement, sur ces données-là, fondamentalement, d'ailleurs même là, aujourd'hui, le règlement général sur la protection des données, on y viendra peut-être, commence à poser un certain nombre d'éléments sur des aspects qui sont beaucoup plus internationaux. Non, l'Institut national des données de santé a une mission plus modeste, mais qui est quand même assez, qui participe d'une espèce de clarification de comment on a accès aux données qui, en tout cas, sont accessibles, parce que ces données-là dont on parle là, les traces numériques, elles sont accessibles aux géants du numérique. Et voilà, elles ne sont pas forcément accessibles à tout un chacun. En tout cas, il y a des données qui existent et pour lesquelles il y avait un besoin, je pense, de remettre à plat et d'ouvrir les conditions d'accès. Soit, mais je me suis demandé en vous lisant si l'instauration de votre Institut national ne datait pas d'une année bien avant d'un monde ancien, de l'enjeu d'un monde ancien. Absolument, merci Philippe. D'un monde ancien et qu'aujourd'hui, on aurait besoin peut-être d'une instance de régulation ou d'observation, tout simplement, de toutes ces données. C'est possible, oui. Ça serait autre chose parce qu'il faut quand même, sans vouloir diminuer l'intérêt de l'Institut national des données de santé, je pense que c'est une institution intéressante dans le paysage. Mais ces missions, si vous relisez la loi, elles sont relativement modestes aussi. Oui, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Une organisation qui a pour but, et c'est quand même intéressant dans le paysage administratif français, de faciliter l'accès aux données. C'est quand même sa mission principale, de faciliter l'accès et peut-être aussi d'être finalement, aussi d'avoir une capacité, en réunissant des partenaires venus de tous les horizons et de tout type d'utilisateurs, peut-être de faire avancer le système par des propositions, l'intelligence collective qu'il est capable de réunir. Mais je dirais peut-être d'ailleurs dans un second temps, parce que la première mission fondamentale, et moi je suis assez pragmatique, vous dites on pourrait brasser plus large, mais déjà il faudrait faire bien avec ce qu'on a, et c'est déjà un premier pas, et faire bien, ça consiste effectivement à ouvrir les données qu'on a dans de bonnes conditions. Après, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut construire la suite. À embrasser trop large, on est très mal. Comme tu sais. Gwendoline Boyamal, est-ce que l'industrie a aussi beaucoup de données, des données qu'elle recueille auprès des pharmacies d'officine? Alors en France, on dit on a beaucoup de données mais peu d'informations. Alors est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous êtes prête à les mettre à la disposition de tout le monde? Quelle est votre vision sur l'utilisation des données de santé, celle que vous avez?
Alors nous, on génère plusieurs types de données en fonction, on va dire, de l'étape de vie du médicament dans son parcours. On travaille à partir des données médico-administratives. On génère des données pour mieux connaître la pathologie, pour pouvoir insérer notre médicament dans la prise en charge, pour pouvoir démontrer l'impact de notre produit dans la prise en charge thérapeutique, pouvoir démontrer sa valeur clinique, la maintenir. Donc nous, on a toute une série de données qu'on génère à viser de permettre l'accès au marché et maintenir l'accès au marché, mieux connaître les pratiques et pouvoir vraiment insérer nos innovations dans les pratiques. Et on a tout le set de données qu'on génère à partir de nos développements cliniques, donc tous les programmes de développement clinique qu'on met en place en France, de façon à pouvoir accélérer la mise à disposition de l'innovation auprès des patients français. Et vous en voulez encore plus? On en veut encore plus. Pourquoi? Pour continuer, pour faciliter, pour permettre l'accès sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec des contraintes économiques. Et donc, il faut arriver avec une démonstration de valeur et continuer à la démontrer en continu au cours du cycle de vie du médicament. Et puis, pour montrer que l'arrivée d'une innovation coûteuse peut générer des économies sur le parcours de soins. Et donc, on génère de la donnée pour pouvoir la partager avec nos autorités de tutelle pour démontrer l'apport tant clinique d'une innovation que l'apport économique sur le parcours de soins. Alors, on verra un peu les relations avec les NDS, l'Institut de Dominique Polto. Les Français, d'abord, peut-être, Pascal, ce que pensent les Français de ce domaine, les craintes des Français, les espoirs des Français. BVA a fait plusieurs sondages au cours de l'année 2017. On a repris l'essentiel. Et puis, Renaud, simplement, vous pouvez également poser des questions par l'intermédiaire de Renaud. Alors, tu vas nous le dire. Merci Philippe, merci Pascal. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit à travers ces chiffres collectés par BVA que 75% des Français sondés estiment que le progrès technologique, de façon large, va permettre aux hommes de vivre mieux dans les années qui viennent. Toutes et à la fois, et en même temps, 67% n'ont pas confiance dans les applis et objets de santé connectés en raison du risque de piratage des données. En somme, ce que nous montrent les chiffres du baromètre des tendances de santé 2017 de BVA, dont sont sorties ces quelques informations, c'est à la fois on a de la prudence, mais bel et bien aussi du volontarisme de la part des Français. Il y a deux séries de chiffres qui sont très révélatrices de l'état d'esprit de nos concitoyens. C'est d'une part sur le partage des données. De façon à la fois peut-être étonnante, 98% des Français sont prêts à partager leurs données de santé, collectées via des objets connectés ou autres smartphones, avec leur médecin traitant, et plus largement avec les acteurs traditionnels de la santé. Par exemple, ils disent oui pour les spécialistes à 94%, oui à 88% pour les établissements de santé, oui aux pharmaciens à 71%, oui à 68% avec l'assurance maladie, et par exemple 63% oui encore pour les laboratoires de biologie de ville. En revanche, il y a plus que de la méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les GAFA, avec un refus clair et net de partage à 99% des sondés. Ça peut être contradictoire avec le fait qu'on met tous des données personnelles en ligne de façon volontaire, mais bon, passons. C'est non aussi à 97% avec les banquiers. Et 92% avec l'employeur. Il y a un chiffre qui, moi, m'étonne, mais peut-être s'explique. Il y a 13% de Français qui disent oui au partage de leurs données avec leur assureur. Et 11% avec l'industrie pharmaceutique. Je te laissais ce chiffre. Tout à fait. Voilà, non, il y a des chiffres qui sont intéressants sur la dynamique du partage de données. À côté de ça, il y a aussi des chiffres sur l'apport du big data. Et là, clairement, il y a 60% des Français qui considèrent aujourd'hui que l'exploitation du big data est positif et pensent qu'il vaut mieux, par exemple, être soigné dans un centre, un hôpital ou autre, qui a accès à des bases de données de cas patients du monde entier, plutôt que dans un centre qui se contente de données soit locales ou régionales. Donc il y a vraiment cette conscience que le partage de données peut être un bien pour tous. Dans le détail, le chiffre du baromètre de BVA montre une vraie appétence pour la technologie et son usage. En gros, cette question-là n'est plus de la prospective, c'est vraiment de la réalité aujourd'hui, puisque, par exemple, 64% des Français consultent Internet pour obtenir des informations sur une question de santé, que ça soit systématiquement ou de façon épisodique, et 75% sont satisfaits de sa consultation. 21% utilisent leur smartphone comme assistant de suivi de santé.
77% jugent les applis santé utiles et 15% les utilisent régulièrement. Il y a un chiffre qui est très intéressant pour les acteurs de santé traditionnels, comme quoi il n'y a pas de rupture. 61% des Français sont rassurés si c'est le professionnel de santé qui leur conseille l'appli ou le site à consulter. Ça, c'est vraiment, à mon avis, très important à entendre des professionnels de santé. Enfin, dernier chiffre qui est intéressant, 51% des Français estiment que les objets connectés peuvent être utiles pour prendre en main leur santé. Aujourd'hui, il y aurait à peu près 14% de la population qui en possède et en utilise, et 70% de ceux qui l'utilisent l'utilisent fréquemment, tandis que 27% partagent déjà leurs données avec leurs professionnels de santé. Donc voilà, c'est un point. Le sondage est d'ores et déjà en ligne sur la veille des acteurs de la santé. Donc vous pouvez aller voir les chiffres. Il y a d'autres chiffres qui sont aussi très intéressants. Merci voilà. Renaud. Alors on va revenir à l'INDS, l'Institut national de la santé. Vous en êtes où ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les acteurs... Parce qu'il y a deux acteurs qui sont un peu mis à distance, c'est l'industrie pharmaceutique et les assureurs, qui doivent passer par un organisme de recherche. C'est un point d'entrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on se présente concrètement, comment ça marche pour tous les acteurs qui sont intéressés ? Vous avez 4 types de données. Le SNIRAM, les données de remboursement de l'assurance maladie. Le PMSI, les données de l'hôpital. Les certificats de décès. Donc, faites-nous un point très, très précis, très rapide sur votre institut. Et rappelez-nous ce que sont les données de vie réelle. Après. D'abord l'Institut national. Juste un point. Tout à l'heure, vous disiez, j'ai oublié d'en parler quand vous l'avez dit, mais vos données, ce sont vos données, mais il y a des données en plus de vos données. Nous, l'INDS a 0 données. L'INDS, c'est vraiment, effectivement, une sorte de guichet d'entrée, guichet unique pour tout. Excusez-moi d'être un tout petit peu, mais pour clarifier, grosso modo, il y a 2 circuits. Si vous avez besoin, si vous faites des recherches biomédicales et que vous avez besoin de recueillir des données auprès des personnes, dans ce cas, vous passez par les comités de protection des personnes, puis la CNIL, en France aujourd'hui. Et si vous réutilisez des données, que ce soit des dossiers médicaux, des registres, des cohortes, le système national de données de santé ou autre, dans ce cas, vous passez par l'Institut national des données de santé, qui, encore une fois, est un institut dont vraiment l'objectif, c'est d'essayer de faciliter l'accès, puisque maintenant, vous dites les industriels et les assureurs sont mis un peu à part. Enfin, les industriels ont des accès de manière tout à fait normale et sont considérés comme des acteurs comme des autres qui, à partir du moment où ils font une recherche, étude, évaluation présentant un caractère d'intérêt public, ont accès aux données comme tout le monde. Et qui doivent passer par un institut de recherche. Ils doivent passer par un organisme qui peut d'ailleurs être public ou privé. On a beaucoup de bureaux d'études. Je vais y venir, mais sur 2-3 chiffres sur où on en est aujourd'hui. Si effectivement ils ne peuvent pas démontrer qu'ils ne peuvent pas qu'avec la façon dont ils s'y prennent, ils ne peuvent pas réaliser la finalité interdite, puisqu'il y a une finalité interdite, vous la connaissez tous, je pense, pour les industriels, qui est de ne pas faire de promotion avec ces données, les données du système national de données de santé. Ne pas être déloyal, comme vous l'écrivez, enfin vous ou d'autres. Mais... Oui, ça ne doit pas être moi, ça. Je ne me reconnais pas, mais... Ne pas faire de promotion, ça veut dire quoi ? Parce qu'à partir du moment où on en parle, on peut faire de la promotion. Alors, promotion, évidemment, vous avez tout à fait raison. Tous ces termes qui sont dans la loi donnent lieu ensuite à une réflexion d'ailleurs collective avec les industriels, avec les assureurs, pour les définir de manière très pratico-pratique. Donc en l'occurrence, il s'agit de la promotion au sens de la visite médicale. Je pense que c'est relativement clair maintenant, c'est-à-dire effectivement définir des cibles, rémunérer les visiteurs, etc. Ce qui veut dire qu'il y a quand même d'autres formes de promotion malgré tout qui existent et qui sont plus diffuses, qui ne sont pas comprises. Donc, et intérêt public ? L'intérêt public, en fait, c'est quand même... l'intérêt public ne se juge pas du tout systématiquement. L'Institut national des données de santé évalue l'intérêt public s'il est saisi pour cela, soit par la CNIL, soit par le ministère, soit s'il s'autosaisit. Aujourd'hui, on a fait quand même un certain nombre d'autosaisines, pas tant d'ailleurs parce qu'on avait des doutes sur l'intérêt public que pour commencer à construire une doctrine. Parce que, comme vous le savez peut-être, l'intérêt public, c'est très, très bien, mais c'est juste pas du tout défini. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas plus d'ailleurs de définition de ce qu'on appelle l'intérêt public que l'intérêt général ou d'autres termes équivalents. Donc il faut bien se construire une doctrine. La doctrine, elle est que ça n'est pas contradictoire avec des intérêts commerciaux, par construction, sinon d'ailleurs ça ne vaudrait pas le coup de dire à ce moment-là aux industriels qui peuvent avoir accès aux données, mais qu'il faut quelque part que quelque chose revienne à la société. Donc c'est ça qui n'est pas si facile que ça à définir, mais on voit bien que c'est un peu le sens de l'idée que tous on utilise un patrimoine commun qui est après tout toutes nos données aussi. Vous n'aimez pas le terme de loyauté? Parce que moi, je l'aime bien. Je trouve que bienveillance et loyauté, après tout. Pascal est loyal, vous comprenez? Alors, c'est quelque chose Monsieur loyal, le monsieur loyal. Monsieur loyal. Non, alors, pour finir, donc, porte d'entrée et données que vous chaînez. Et aussi accompagnement. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup de gens en amont
d'ailleurs j'en vois certains dans la salle, on voit beaucoup de gens en amont des dépôts de dossiers pour leur dire comment on leur conseille de construire leur dossier. On a vu des sociétés savantes, des industriels, de toutes, vraiment dès que nous on est très très accueillants, voilà, vous le sachiez. Si vous voulez déposer des dossiers, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, quelqu'un vous répondra vraiment et on vous proposera, si vous avez besoin d'un rendez-vous pour venir expliquer ce que vous voulez faire et voir comment le faire au mieux, on est à votre disposition pour ça. Vous n'êtes pas naïve, Madame Polton. Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, maintenant, à mon âge, je commence à avoir... Loyal, accueillant, mais pas naïve. Oui, mais nous, on est vraiment quand même là pour, dans le cadre de la loi. De toute façon, la loi, elle dit très très bien dans quelles conditions on a accès aux données. Il y a des conditions qui relèvent de la sécurité de ces données-là. Donc, le référentiel de sécurité est très exigeant. Soit on passe sur on est sur des plateformes qui sont déjà sécurisées, comme celle de la CNAM, par exemple, et on peut travailler dans ces espaces-là. Soit on construit sa propre bulle, mais dans les deux cas, on prend la responsabilité. Ça, c'est aussi le sens du règlement général sur la protection des données. On prend la responsabilité en tant que responsable de traitement de cette sécurité. Et c'est très très fort et c'est très engageant. C'est ce que l'on appelle l'éthique de responsabilité. Oui, enfin, mais sauf que c'est vraiment très précis en termes de référentiel de sécurité aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est effectivement que ça soit un minimum d'intérêt public et de transparence aussi, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de ces données qui reviennent à la société, que ce soit des traitements, la meilleure connaissance, le partage des résultats, etc. L'Institut marche aujourd'hui. Ça marche. On a eu aujourd'hui, il y a une semaine à peu près, on avait eu 160 dossiers, mais pas tous du système national de données de santé, parce que beaucoup de gens qui veulent réutiliser des dossiers médicaux et qui demandent une dérogation au consentement, pas au consentement, à l'information aux patients, passent par le transit aussi par la CNIL et donc par l'INDS. Sur les 160 dossiers, on a entre 40 et 50 demandes sur le système national de données de santé. Donc ces données médico-administratives dont on parlait, c'est pas si négligeable que ça. Et il y en a là-dessus, on a 40% qui proviennent d'industriels ou de bureaux d'études. Oui, c'est ma question. Qui sont les demandeurs ? C'est quand même encore majoritairement de la recherche publique. Parce que beaucoup de gens d'ailleurs avaient des dossiers prêts un peu sous le pied quand on a ouvert la nouvelle procédure qui est en place depuis le 28 août dernier. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, sur le SNDS, il y a quand même 40% d'industriels ou de bureaux d'études travaillant pour des industriels. Et quel est le point de vue des industriels ? Est-ce que vous considérez que ça marche bien ? Est-ce que vous avez accès aux données ? Est-ce qu'il y a des freins, des difficultés ? Est-ce que c'est un mieux ? Oui, oui, c'est un mieux. Et franchement, peut-on vous faire confiance, Madame Boyaval ? Donc pour répondre au premier point, la mise en place loyal, bienveillant, confiance. Et partageons l'éthique de responsabilité. La question est très sérieuse, Madame Boyaval. Alors, vous êtes contente ? On est contente, c'est facilitateur et nous on a l'expérience, on a soumis des demandes sur la base de l'assurance maladie pour suivre les modalités de prescription de produits innovants, pour suivre les conditions d'utilisation, les durées de traitement. Donc nous on a l'expérience de protocoles qui ont été acceptés. De façon à mieux connaître l'utilisation de nos produits. Est-ce qu'on peut nous faire confiance ? On est une industrie qui est très encadrée, qui a pris les précautions pour éviter les dérives, tant sur la génération des données cliniques avec les programmes de développement clinique, tant que sur les générations de données pour connaître les pratiques. Donc c'est une industrie encadrée et donc on peut effectivement faire confiance aux industriels de la santé dans la génération de données. Mais est-ce que ces données... partons du principe ce matin... à ce moment de notre débat que nous vous faisons confiance. Est-ce que vous les partagerez, ces dossiers ? Parce que vous demandez au pouvoir public, à tout le monde de partager ces données, mais vous, est-ce que vous les partagerez ? Mais nous, on a une obligation de transparence quand on génère des dossiers. Partage. La question de Pascal est importante. Partage. Parce qu'en France, ce que je dis, on a beaucoup de données, mais peu d'informations, parce que chacun fait ses petites données dans son coin et s'est éparpillé, atomisé. Alors, est-ce que, au niveau de l'Institut, est-ce que vous, industriels du médicament, même les assurances, est-ce que vous êtes prêts à mettre tout ça dans un pot commun, à partager ? Nous, on génère des données à viser des autorités de santé, notamment, et on les partage au cours des discussions qu'on a avec les autorités de tutelle, justement, pour partager avec eux notre positionnement du produit au sein de la stratégie thérapeutique. Oui. Dominique Polton fait quand même les résultats des travaux que vous menez avec ces données-là. C'est vrai que je pense qu'il y a quand même un enjeu dans le futur de co-construction de base qu'il faudra à un moment donné partager, y compris la donnée initiale. Ce qui est quand même toujours moins facile. Je ne parle pas seulement des industriels, mais je pense à toutes les cohortes, registres, collections de données qui existent ici ou là, qui ont été construites par des équipes hospitalières, par exemple, avec leurs propres questions de recherche, et qui sont non seulement pas très cohérentes et du coup pas très agréables, mais en plus souvent assez propriétaires. C'est-à-dire que
que ce soit les entrepôts, que ce soit les cohortes, etc. Et ça, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance un peu de la donnée collectée par les uns et les autres, moi, à mon avis, qui est à régler. Madame, oui, excusez-moi, allez-y, mais Madame Polton, c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des cohortes, qu'il y avait des tas de trucs. Bon, les données observationnelles, tout le monde, Absolument. depuis des années, dit que c'est important. L'ancien président de la Haute Autorité de Santé voulait également, et d'ailleurs la présidente, l'ex-présidente, qui est aujourd'hui ministre, en parlait. Mais toutes ces données, qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce que... Comment avancer en quelque sorte, voilà, parce que vous dites qu'il faut une gouvernance. Alors, Dominique Polton, comment avancer? Puis vous, au niveau de l'industrie, est-ce que vous pouvez faire des efforts, je dirais? Comment avancer pour que, justement, toutes ces données de santé soient mieux utilisées? Il y a un premier enjeu, c'est de fixer un cadre et des priorités. Où est-ce qu'on doit investir de façon massive? Quels sont les domaines prioritaires en termes de génération de données? Et c'est là où il faut qu'il y ait une collaboration avec les différents acteurs pour définir un cadre et travailler sur les objectifs et à quelle visée on génère les données. Pour moi, c'est le premier objectif. L'oncologie, pour vous, ça va vous plaire? L'oncologie, c'est un enjeu. Voilà. Donc, quels sont l'arrivée de nouvelles approches thérapeutiques en oncologie, ça défie les règles du système de santé actuel. Et donc, il y a un besoin de se poser avec les différentes parties prenantes pour définir qu'est-ce qu'on doit générer comme données, à quel objectif. Et donc, il faut collaborer très en amont. Il faut partager et il faut que les données de santé qu'on génère, elles soient valorisées. On génère plein de données en vie réelle, qu'on partage avec les autorités. Aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues à leur valeur. En valoriser, fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que reconnaître l'apport de ces données, qu'elles aient une valeur. Aujourd'hui, le gold standard dans la génération de données, c'est l'essai clinique randomisé, double aveugle, fait selon une méthodologie très, très, très stricte. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle catégorie de données qu'on génère qui complète les données cliniques et qui doivent être reconnues, valorisées. Mais valoriser, ça veut dire... Prise en compte quand on a des évaluations par les autorités, prise en compte quand on est en discussion avec les payeurs sur l'apport d'une nouvelle stratégie thérapeutique, démontrer qu'elle génère des économies. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ne sont pas valorisées à leur juste valeur. On a des engagements parfois de générer des données pour suivre les... termes de valoriser que l'on... Pris en compte, on va dire. Parce que valoriser, soit c'est financier, soit c'est pour une stratégie, soit c'est pour un prix. Voilà, donc le valoriser est un peu flou. Prise en compte par le décideur pour reconnaître l'apport d'une... Le payeur même, allez. Les autorités qui font des recommandations en termes de remboursement, de périmètre de remboursement, de positionnement dans la stratégie thérapeutique pour aviser des prescripteurs, et les autorités effectivement de régulation, donc les payeurs. Et ces données, on les génère aujourd'hui dans une visée de sanitaire pour suivre la tolérance, la bonne utilisation, mais on génère souvent des données complémentaires qui vont affiner les stratégies thérapeutiques, qui vont démontrer que le bénéfice démontré dans la vie réelle, dans les essais cliniques, on le retrouve dans la vie réelle, où elles complètent les données des essais cliniques. Il faut qu'elles soient reconnues, ces valeurs. Alors, comme disait Pascal, la confiance. Alors, 82%... La confiance, dans la confiance, comment peut-on... Oui, alors, vas-y. Et je prends Je crois que c'était un sondage, c'était pas celui de notre partenaire BVA, mais je crois que c'était un sondage CSA. 82% des personnes pensent que leurs données sont déjà utilisées sans qu'ils le sachent. C'est ça la confiance. Enfin, ça dépend de non-confiance. Ça dépend de quelles données aussi. Ça dépend de quelles données. Non, enfin, l'industrie, est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? C'est pas la mienne question, c'est la question de Pascal. Les données, des différents types de données. Les données des essais cliniques, c'est encadré par toute une régulation. Il y a un consentement des patients. On a des données qui sont individuelles, mais anonymes. Donc, on n'a pas moyen de retrouver la personne. Donc, c'est très encadré depuis des années, ce type de génération de données. Les données de pratique, qui sont les études de marché qu'on fait pour affiner, etc. Là, c'est des données agrégées qui sont anonymisées. Donc, on est aussi très encadré. L'enjeu demain, c'est les nouveaux acteurs de la santé, ce qu'on parlait tout à l'heure, les GAFA, les GAFAM, qui, eux, finalement, vont être soumis au prochain règlement européen en termes de protection des données. Et là, nous, on va de plus en plus travailler avec ces personnes, ces acteurs, parce qu'ils ont une expertise complémentaire en termes de génération de données qu'on appelle non structurées et de mise en place d'algorithmes. Donc, en fait, on va travailler avec eux et on va devoir s'assurer qu'ils respectent la réglementation en termes de anonymisation des données et pour avoir confiance dans les données qui sont générées. Donc vous faites rentrer le loup dans la bergerie, si je comprends bien. Mais le loup dans la bergerie va être encadré par un règlement. Et vous avez confiance dans les GAFAM? Justement. Vous, Madame Boyaval, vous avez confiance? Vous. Parce qu'on a un petit peu l'impression également que vous refaites une virginité, l'industrie, sur le dos des GAFAM. Parce que
Oui, en fait, il y aurait pire, effectivement. Enfin, quand on lit et quand on étudie ça. Il y a besoin d'un encadrement des données générées par les GAFAM, ça c'est clair. Mais on a bien vu que c'est difficile d'encadrer les GAFAM. Il y a un règlement qui est prévu avec une date d'application en mai 2018. Voilà, on va en parler Il faut parler des lois, là, oui. Donc alors, voilà. Alors, Dominique Polton, qui doit fixer le cadre, un peu les impulsions, ce que je proposais c'est la France, l'Europe. Mais c'est vous, c'est l'Institut, c'est le pouvoir public, c'est l'Europe, oui. Non, on l'a dit au début, je pense qu'il y a une impulsion des pouvoirs publics et un travail collectif à mener. Mais c'est ce qu'on a déjà dit, et là-dessus je suis d'accord tout à fait avec vous sur le fait qu'il faut se fixer des priorités aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, et donc il faut savoir dans quel domaine on a vraiment besoin de projets un peu ambitieux qui, effectivement, permettraient de relier des données qu'on a déjà et toute une série de données cliniques. Ça, c'est pour quand, alors? Ça, c'est pour quand? Oui, l'impulsion des pouvoirs publics, du ministère. Non, ça peut être. Voilà, il y a plusieurs véhicules possibles, et donc je peux pas. Non, honnêtement, je peux pas répondre à cette question-là. Moi, j'en sais rien pour quand. J'espère le plus vite possible. Voilà, alors, je ne suis pas ministre. J'allais demander à Agnès la dernière fois. On va lui redemander, on va les réinviter. Alors, le règlement européen donc, va modifier un petit peu en mai prochain beaucoup de choses. C'est un peu une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, on devait montrer patte blanche. Là, on dira allez-y, mais on pourrait taxer, avoir des amendes très fortes, 4% du chiffre d'affaires. Ça peut monter très vite. Est-ce que ce règlement européen qui va arriver en France en mai prochain, c'est demain, au niveau de la santé, est-ce qu'il va être adapté, amendé, ou comment ça va se passer? Il va y avoir une loi qui va modifier la loi informatique et liberté, et qui effectivement se calera sur le cadre du règlement, puisque de toute façon c'est un règlement d'application immédiate. Normalement, il n'y a même pas besoin de transposition dans les lois nationales, mais il y aura quand même une réécriture de la loi informatique et liberté, parce qu'il y a quand même des espaces malgré tout de décision de chacun des pays dans certains domaines, notamment quand il y a des données sensibles de type santé. Donc je pense que le projet de loi, il est aujourd'hui connu tel qu'il va cheminer au Parlement, avec quand même effectivement ce qui est inspiré du RGPD, c'est l'idée quand même que voilà, la responsabilité des responsables de traitement sera vraiment engagée. Et à l'inverse, il y aura quand même de plus en plus, je pense, d'allègement des procédures avec des... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le règlement, parce que nous, on travaille quand même avec déjà des procédures simplifiées, les méthodologies de référence, les décisions uniques de la CNIL, les accès facilités, ça j'en ai pas parlé, on est en train de travailler sur les premiers accès dans lesquels l'Institut national des données de santé, dans des conditions qui seraient bien sûr homologuées à l'avance par la CNIL, pourrait ouvrir des accès encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose que j'ai pas dite, mais que je tiens à dire, c'est les délais d'aujourd'hui. Les délais sont beaucoup plus courts. Vous me direz, c'est pas difficile par rapport à la période dont on sort, mais quand même, les délais sont assez corrects aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, vous savez, ils sont déjà encadrés par la loi pour l'INDS qui a 7 jours pour transmettre au comité d'expertise qui va regarder le dossier avant la CNIL. Le comité d'expertise a 1 mois. Les bonnes pratiques consistent à lui envoyer le dossier pour qu'il ait quand même le temps de se retourner un peu avant de l'examiner, mais je pense que c'est fait aujourd'hui et ça marche bien. Il a 1 mois pour examiner le dossier, et la CNIL aujourd'hui n'a pas de délai, mais il est prévu qu'elle en ait dans le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui. Et en tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, sur les dossiers qui sont sortis, si vous voulez, on a à peu près, je crois, 30 et quelques dossiers qui sont déjà arrivés à la CNIL, dont 17 ont déjà été autorisés avec un délai moyen de 2 mois et demi, 3 mois. Qui sont les experts? Qui sont les experts? Les experts sont plutôt les experts du CRS sont plutôt des académiques de différentes disciplines. Alors la liste est bien sûr publique, et voilà, ce sont des gens qui ont à la fois des compétences un peu méthodologiques, parce que l'idée quand même c'est de dire, faut-il utiliser ces données pour cette finalité? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'ampleur des données demandées, toujours pour des questions de sécurité et de protection de la vie privée, est en rapport avec la finalité, etc. Il y a beaucoup de ça qui jugent, plus un peu la qualité scientifique du dossier quand même. Alors, donc ce sont des gens qui sont plutôt des académiques. Vous voyez, les délais sont assez tenus aujourd'hui. Donc le règlement général de protection. Sur la protection des données. Voilà. Mais est-ce qu'il va y avoir une adaptation pour la santé? Parce que c'est possible. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que dans l'adaptation qui est prévue dans la loi française, la nouvelle loi informatique et liberté, il est prévu qu'on fonctionne beaucoup par procédure simplifiée, règlement référentiel, directive, incluant les procédures simplifiées qu'on a déjà. Alors ça, c'est pas encore tout à fait clair pour moi, parce que je trouve que du coup, ça fait beaucoup de types de procédures simplifiées, mais quand même, l'esprit de cette loi, il est bien ce que vous disiez, c'est-à-dire un peu une inversion avec une responsabilité des responsables de traitement, une responsabilité vraiment très forte des responsables de traitement, dans laquelle il faut, je pense, une certaine maturité de l'ensemble, effectivement, des
des gens qui vont utiliser les données pour bien se rendre compte que faire ce qu'on appelle un Privacy Impact Assessment, donc une analyse de l'impact possible de brèches, de fuites de données, etc., et de leur impact sur la vie privée de personnes, c'est pas juste un bout de papier qu'on écrit, c'est vraiment une réflexion approfondie qui mobilise beaucoup y compris d'ailleurs possiblement de concertation avec les acteurs en question. Donc ça, ces éléments-là, je pense qu'il faut qu'ils prennent place dans le paysage français, moyennant quoi le sens de l'histoire, c'est effectivement d'alléger les procédures préalables, mais avec des sanctions a posteriori possibles plus lourdes. C'est ça un peu l'équilibre. Exactement. À force de simplifier, vous dites qu'on complexifie aussi. Et compliquer la simplicité, c'est génie français. Alors ça, c'est les journalistes. Ils adorent faire des... Alors, cette responsabilisation des acteurs, des industriels, ça vous inquiète ou vous êtes content de devoir payer peut-être des 4% de votre chiffre d'affaires? Ça risque de faire beaucoup. Non, mais nous, on suit la réglementation et les données sont encadrées. Donc, je pense que c'est les nouveaux acteurs qui vont devoir se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences. Côté industriel de santé, c'est très encadré depuis des années et avec un renforcement, un encadrement très renforcé de ces données. Et si vous travaillez avec les GAFA, qui sera responsable? Ça sera les GAFA ou ça sera vous? Quel sera le partage de responsabilité? Ça sera le GAFA qui sera responsable, mais l'industriel ira quand même prendra des précautions de s'assurer que le GAFA respecte la réglementation, mais c'est sous la responsabilité du GAFA. Mais dans nos contrats de partenariat, on se donnera le droit d'aller faire des audits, d'aller demander des informations. Enfin, vous demanderez des audits. C'est vous qui demanderez des audits ou vous allez vous adresser à un institut qui va... vous allez dénoncer. Comment ça va se passer? Non, mais on peut demander de voir quels sont leurs process en place, leur demander de bien respecter les réglementations en vigueur, ce qu'on met dans un contrat quand on travaille avec un prestataire. Et les instances de régulation aujourd'hui sur ces sujets-là, elles sont où? Elles sont en Europe, elles sont en France, dans chaque pays. Vous avez, grâce à notre génie français, vous avez convaincu monsieur le président américain et toute l'administration américaine, madame Polton? Monsieur Trump est sous... Alors, monsieur Trump n'est pas sous le charme, non, je ne pense pas. Il est sous contrôle. Française, mais... un des éléments qu'apporte le règlement général sur la protection des données, c'est justement d'avoir une politique européenne et d'avoir, y compris pour les industriels, je pense que ça c'est plutôt un plus, puisqu'ils rentreront par une CNIL, entre guillemets, avec une coordination plus forte, et donc d'avoir quelque part une régulation européenne à la fois plus crédible et plus unifiée. Ça, je pense que c'est quand même un des... Et avec quand même une application territoriale qui fait que les citoyens européens, à partir du moment où ils sont concernés, normalement, cette réglementation s'applique, y compris effectivement à des sociétés qui ne sont pas... Et tous les pays européens sont d'accord avec ce fonctionnement, même les Anglais, avec le Brexit? Écoutez, c'est un règlement qui a été voté par l'Europe et qui s'applique... Alors les Anglais, je ne sais pas exactement... Il y a le Brexit entre-temps, Pascal. Oui, c'est le Brexit. Oui. Je ne sais pas. Oui, et les Américains sont convaincus également de... Non, mais les Américains, ils n'ont pas à être convaincus, si vous voulez. L'Europe est en train de s'armer un peu, au moins pour ses propres citoyens, sur l'ensemble de ce qui peut se faire pour des populations européennes. Les Américains, je pense que c'est extrêmement différent, et dans d'autres pays aussi, d'ailleurs. Et vous le savez, vous, qui êtes d'un laboratoire, je pense américain, comment ça se passe dans ces pays, dans les autres pays? Pour être honnête, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. D'accord, il faudra qu'on regarde ça. Merci de votre réponse. Les données de vie réelle, on voit bien que c'est fondamental, c'est important. Vous avez fait un rapport sur les données recueillies dans la vie réelle, parce que quand il y a une expérimentation, c'est pas la vraie vie, donc on n'a pas forcément toutes les informations. Donc dans votre rapport, vous dites que la France a du retard pour recueillir ces données, mais que la partie n'est pas pour autant perdue. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de retard et qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer? Et vous êtes très preneur de ces données de vie réelle, surtout associées à de nouveaux dispositifs médicaux qui vont permettre... Et c'est vrai, tout le monde voudrait savoir, concrètement, on implémente un nouveau médicament ou un nouveau dispositif ou même une nouvelle pratique médicale, on va savoir quel est l'effet. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut rattraper ce retard et comment?
Alors, là où on n'est peut-être pas bien positionné, c'est d'ailleurs ce qui nous a valu, dans une étude récente de l'OCDE, de ne pas être très bien classé dans quelque chose qu'ils appellent la maturité pour utiliser, pour des utilisations secondaires, des dossiers médicaux électroniques ou des dossiers patients électroniques. Ils avaient deux axes d'analyse qui étaient la maturité technique et puis la maturité un peu de la gouvernance. Alors c'est vrai que nous, on a quand même un problème qui est ce qu'on disait tout à l'heure sur la fragmentation des corps, des registres, etc. C'est vrai aussi de nos dossiers électroniques. On n'est pas Nos médecins ne sont pas très informatisés, les hôpitaux ont des systèmes qui sont tous différents. On n'a pas vraiment réussi en France à essayer d'homogénéiser suffisamment les systèmes de dossiers médicaux électroniques pour se dire, finalement, le pas d'après, c'est d'arriver de façon homogène à extraire de la donnée clinique qu'on pourra utiliser. Alors ça, on n'y est honnêtement pas. Pour autant, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait quand même faire. Alors moi, à mon avis, effectivement, il faut se choisir un peu des axes. Soit on prend des pathologies particulières ou des classes, en tout cas des domaines particuliers, et on se dit, par exemple en cancérologie, où on voit quand même se monter pas mal aujourd'hui de systèmes multisources, et nous, on n'y est pas encore, effectivement. On se dit, bon, ça c'est une priorité, donc on essaie de s'organiser avec les briques qu'on a aujourd'hui. L'INCa avait quand même déjà lancé un certain nombre de choses sur le dossier communicant. Il y a des logiciels de chimio, on a les données médico-administratives. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça qui finalement nous permettrait d'avoir un système qui répond à nos besoins? Ça, c'est une première option, mais on le fait sur la cancérologie, on peut le faire sur le diabète, on peut se dire il y a deux, trois domaines. Déterminer des priorités, oui. Déterminer des priorités. Et une fois qu'on fait ça, je pense qu'il faut absolument impliquer les cliniciens, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est facile de dire, et on l'a dit dans le rapport, il faudrait qu'ils documentent leurs prescriptions, parce que pour certaines molécules, après tout, dans plein de pays, ça se fait. Il n'y a que la France qui considère que c'est pas nécessaire ou que c'est pas systématique. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est souvent lourd pour les cliniciens et qu'aujourd'hui, tous les hôpitaux sont sous tension, déjà budgétaire très forte, et leur demander de dire en plus, il faut que vous remplissiez des papiers dès que vous prescrivez quelque chose. On comprend bien que c'est pas gagné, ça. C'est pas gagné. D'autant plus que c'est pas dans la culture quand même de notre pays, honnêtement. Quand on lit votre rapport difficile mais passionnant, à la fois on a quelques réponses, mais en réalité on a encore plus de questions. Comment obtiendrez-vous tout cela, par exemple, du médecin généraliste? Alors bon, donc là on était sur l'idée de dire, on peut prendre des pathologies. Si je suis sur la cancérologie, j'ai pas forcément... J'ai besoin d'avoir des choses sur les chimiothérapies orales, donc il faut regarder comment embarquer ça, etc. Mais j'ai pas forcément besoin d'avoir tous les médecins généralistes de France informatisés si c'est ma priorité. D'accord, ça serait mieux, mais c'est peut-être pas... Donc ce que je veux dire, c'est que de ces priorités-là découlent aussi beaucoup d'éléments de ce type-là. On peut pas tout faire, si vous voulez. Nos médecins généralistes sont informatisés, mais pas avec des logiciels du tout homogènes. Je suis pas sûre qu'on soit capable aujourd'hui d'extraire un dataset. Ils codent très peu. Ça, c'était avant le dossier médical de CNAM que vous avez bâti ou que vous allez nous bâtir. Le dossier médical CNAM, c'est le DMP. Et on ne le bâtit pas. La CNAM l'a repris en gestion et de manière opérationnelle. Et effectivement, si ça marche, puisqu'autre c'est en test, si ça marche, c'est une bonne source. Nous interrogerons Monsieur Revel là-dessus. Voilà, j'imagine que vous lui demanderez où ça en est. Bientôt. Et une autre façon de faire pourrait être de dire, par exemple, aujourd'hui, on monte des entrepôts hospitaliers. Entre parenthèses. Des entrepôts. Des entrepôts hospitaliers. Par exemple, l'AP de Paris, l'assistance publique, a un entrepôt, mais aussi... Entrepôt de données. Oui, un entrepôt de données hospitalier. Oui. La PHP n'est pas un entrepôt. Non. C'est ce que voulait dire. C'est un journaliste. C'était pour que Pascal comprenne bien, parce que l'entrepôt, ça l'a perturbé. Des entrepôts de données, voilà. Ils le font de façon d'ailleurs différente, je pense, d'un endroit à l'autre. Par exemple... Des idées qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'on essaie d'apparier ces entrepôts avec les données médico-administratives et d'avoir du coup un gros paquet de données cliniques, certes pas représentatif de la France, mais quand même avec quelques CHU, on a déjà beaucoup de monde. Ça, c'est une autre possibilité. Vous voyez, mais je veux dire, il faut se donner quelques projets. Et puis, je pense que c'est faisable. Est-ce que vous en avez parlé à Martin Hirsch, alors, le patron de la PHP, pour rentrer dans ces entrepôts alors? Pas encore. Et encore une fois, j'en ai parlé quand même avec les gens de chez lui qui font l'entrepôt. Oui. D'accord. Donc c'est du domaine du possible. Oui, c'est du domaine du possible avec, je crois que ça avait été aux ateliers de Gien, la réflexion quand même qui a été menée a été de dire, ce qui est embêtant, c'est que ces entrepôts ont quand même été tous conçus d'une façon assez différente et il n'est pas évident qu'on arrive à faire ça si facilement maintenant. Parce que c'est un peu notre problème général. C'est pas tellement qu'il faut centraliser quelque chose et dire vous faites tous pareil, c'est qu'il faudrait, au moment où on lance des choses, qu'on ait un minimum de façon commune de faire, de façon à ce qu'ensuite on puisse récupérer ces données. Alors il y a un passage dans votre rapport, c'est sur... On vous l'avait évoqué, mais j'aimerais bien qu'on aille un tout petit peu plus loin sur le dossier médical. Et notamment, vous citez l'expérience américaine de Blue Button.
dans votre rapport. Et ça, j'ai pas tout à fait tout compris. Comment vous pourriez... pourquoi, en quoi cette expérience, je ne sais pas d'ailleurs où elle en est en France, mais vous dites que c'est Madame Touraine qui l'avait initiée, en quoi elle pourrait être intéressante pour récupérer des données? Et rappelez-nous ce que c'est que le Blue Button, oui. Oui, à vrai dire, ça, je pense que c'est plutôt, on l'a fait référence, effectivement, mais c'est plutôt une façon commode pour les patients eux-mêmes d'avoir accès à leurs données. Donc c'est un système assez bien fait dans lequel on peut avoir son propre dossier médical. Voilà. Par ailleurs, on peut l'enrichir aussi, et du coup, ça c'est une autre idée, c'est l'idée que les patients seront une source de données. Mais on ne sait pas très bien, en fait, comment ça va marcher tout ça. Là, on voit bien que les patients, de plus en plus, dans un certain nombre de pathologies, d'ailleurs, il y a une initiative de l'assistance publique là-dessus, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup de monde encore pour arriver à avoir une base, ça s'appelle Compare, et avoir une base dans laquelle il y a des données cliniques, mais aussi des données fournies par les patients sur les pathologies chroniques. Et donc, il y a un projet de base de données multisources comme ça. On sait bien qu'il y aura des données patients. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'intégrer cette dimension-là ? Sachant que la France, là non plus, n'est pas très en avance, parce que ce qu'on appelle les PRO, les Patient Reported Outcomes, en France, on est peu avancé sur cette question-là par rapport à d'autres pays qui les recueillent de manière assez routinisée. Et les industriels du médicament, alors vous êtes très intéressés, je le disais, par les données de vie réelle. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Il y a un enjeu d'appariement des différentes sources de données, parce que les bases médico-administratives ne donnent pas des données cliniques. Or, si on veut voir la performance des produits en vie réelle, c'est important de relier avec le résultat clinique. Il y a un enjeu, comme dit Mme Polton, d'inciter les professionnels de santé à bien renseigner la donnée, parce que si pour avoir des données qui sont incomplètes, pas interprétables, elles ne seront pas utilisées, valorisées. Moi, je rejoins tout ce que vous avez dit. Il y a un enjeu de cadre, définir les priorités. Pour moi, l'oncologie aujourd'hui, pour moi, ça devrait faire partir d'un chantier prioritaire et travailler collectivement avec tous les acteurs et tous les industriels qui ont des médicaments en oncologie pour générer ces données qui puissent être vraiment pour piloter l'investissement et les choix thérapeutiques. Donc, moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Mme Polton. Il y a vraiment un enjeu de collaboration, coordination et vision stratégique à donner à notre mais comme le diable est toujours dans les détails, comment on aide les professionnels de santé, c'est-à-dire le médecin, le pharmacien, etc. On fait toujours appel à eux en leur disant donnez, contribuer, participer, etc. Mais comment on les aide? Ça pourrait être une rémunération. Les prescripteurs Donc, qui participent... c'est vous qui allez rémunérer l'industrie? Non, mais... Et on va vous laisser faire. Vous avez dit non. Non, on pourrait partager nous, on peut mettre à disposition les données de façon qu'ils puissent, par exemple, on a un projet, nous, de gestion populationnelle des patients diabétiques. On a travaillé avec des éditeurs de logiciels de façon à ce que le médecin puisse, on n'a pas accès aux données, puisse suivre ses patients individuellement et collectivement et comparer ses pratiques par rapport à ses confrères. Donc le médecin, il a tout intérêt à bien renseigner ses données et de façon à pouvoir piloter le traitement de ces patients et pouvoir se comparer en termes de façon de prise en charge. Donc, sans avoir une rémunération de type financière, le fait qu'il ait accès aux données et qu'il ait des outils pour pouvoir comparer ses pratiques, je pense que c'est un avantage et une amélioration pour le médecin. Mais Pascal, il y aura une question aussi. Oui, on voit bien la difficulté de coordonner, d'appareiller, que les gens travaillent ensemble, qu'on remplisse les choses. Est-ce que tout ça risque vraiment pas d'être balayé par les GAFA? L'industrie pharmaceutique a bien perçu l'enjeu, les assureurs aussi. Ils vont prendre les données, le patient va mettre ses données sur son smartphone avec ses prescriptions, ses maladies. Est-ce que tout ça, quand même, il y a un risque énorme? Après tout, ça sera peut-être bon pour la santé publique, mais on perdra quelques prérogatives, Dominique Polton. C'était la question sur la naïveté. Je ne disais pas vous, mais d'une manière générale, est-ce qu'on n'est pas en train... C'est d'ailleurs c'est un peu l'illustration de ce que nous disions en introduction, ouvrir la boîte de Pandore. Et après, nous aurons une question de Renaud. Balayé par les GAFA, c'est une question qui est difficile. C'est évident que c'est des gens tellement puissants. Aujourd'hui, c'est quand même, je vais dire, le risque qu'on a. Alors, je ne sais pas sur la santé, ce à quoi ils peuvent arriver avec leur projet, mais bon, je veux dire, on est ça dans le monde du numérique, on est quand même, et je pense que c'est quelque chose dont on prend conscience progressivement, individuellement et collectivement. Je crois qu'il faut qu'on change nos pratiques. Ça me paraît maintenant évident. Et c'est des choses qui montent aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que le règlement, de ce point de vue-là, est un élément posé. Mais
pense qu'on est effectivement sous un système où ils ont collecté tellement de données sur nous, avec quelque part notre acceptation en échange de la gratuité des applications qu'on nous offre, que ce soit Gmail ou toutes les autres. De toute façon, ils sont extrêmement puissants, ça, il n'y a aucun doute. Ce que je pense qu'on a, nous, quand même en France, d'abord, parce que oui, c'est vrai, mais en même temps, nous, on a quand même aussi des socles de mathématiciens, de capacités à faire de l'intelligence artificielle qui sont quand même intéressantes aussi. Ça sera un peu une bataille sur tous, par exemple, les algorithmes en matière d'oncologique, dont on sait, ou d'autres d'ailleurs, dont on sait que ça sera effectivement des choses qui permettront peut-être d'optimiser les traitements par l'apport d'une énorme masse de données où on pourra caractériser mieux les patients et éventuellement avoir des traitements plus personnalisés. Tout ça, je pense qu'on peut y participer. Et c'est un peu, effectivement, il y a quand même une forme de bataille pour savoir. Mais c'est pas parce que les GAFA ont énormément de données qu'on ne peut pas, si vous voulez, en France ou en Europe, d'ailleurs, parce que je pense quand même que la situation sera européenne, mais la France n'est pas si mal positionnée, je pense, en termes d'expertise là-dessus, qu'on ne peut pas nous-mêmes avancer nos pions en termes de capacité à construire des algorithmes, de les utiliser sur une population de 67 millions de personnes. Apple a une trésorerie de plus de 200 millions. C'est le budget d'une année de sécu. Oui, on dit, voilà, c'est le PIB du Danemark et ils ont 10 fois moins de personnes. Enfin, je veux dire, les chiffres comme ça, on peut les aligner. Après, moi, je n'ai pas de solution. Je veux dire, peut-être que des gens dans la salle en ont, mais on est à la limite, on est moi pas plus que les autres. C'est des questions citoyennes. Et on n'a pas parlé des assureurs. Je crois qu'on a des assureurs dans la salle. On n'a pas parlé également de ça parce que c'est la même problématique, bien sûr, qui vont s'allier au GAFA. Alors une question peut-être du public, des participants. Alors, dans le public et sur le sujet, je pense que tout le monde est en exploration. Il y a moins de questions que sur des thèmes plus maîtrisés. Alors, il y en a une quand même sur l'articulation que vous avez commencé à expliquer, Madame Boyaval, mais peut-être si vous pouviez préciser l'articulation avec l'usage des accords avec les GAFAM sur combiner vos données avec les leurs. Alors, dans quel esprit, dans quelle stratégie de votre côté? Bonne question. Alors, quels sont les contrats avec les GAFAM, oui? Alors, on n'a pas pléthore de contrats non plus, c'est un début de collaboration. Ça peut être dans vous et d'autres, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls. Hein. Toute l'industrie se précipite. Je vais mieux parler de ce que je connais. D'accord. Par exemple, dans tout ce qui est génération de donc les générations des big data, ça peut être des études à visée épidémiologique pour étudier les comportements des usagers ou des patients, à visée prévention, à visée d'affiner l'utilisation de nos produits. Donc en fait, on travaille sur ce type de partenariat. Comment finalement ces données de masse vont pouvoir nous aider. Prévention, par exemple, je pense à la vaccination, finalement, travailler sur finalement comment avoir une communication ciblée sur certains profils d'usagers. Je pense au diabète, des comportements à risque, comment finalement on comprend mieux l'expérience patient pour pouvoir affiner nos... Mais qui gardera la propriété des données? Est-ce que je peux poser une question? Alors, du coup, moi, je ne veux pas du tout vous mettre en difficulté si vous le faut. Ne pouvez pas préciser. Mais pour la beauté du débat. Est-ce que ça veut dire que vous avez comme une sorte de contrat de sous-traitance? Vous dites, avec les données que vous avez, pouvez-vous nous renseigner sur les comportements, par exemple, des patients diabétiques, etc. Ou est-ce que votre collaboration va jusqu'à, je ne sais pas, des échanges effectivement de données c'est quel type de... C'est finalement, vous leur posez des questions avec les données auxquelles ils peuvent répondre avec les données qu'ils ont? C'est quel type de... Oui, on leur pose des questions sur les projets qu'on a, c'est en termes de comportement, essayer de catégoriser des comportements pour mieux comprendre... Profiler les patients... les besoins des patients et comment on peut finalement... Et vous les payez pour ça? Ils vous les donnent gratuitement? Ah ben non. Ben non, oui. Alors c'est quoi ces enjeux financiers? Dites-moi. Pardon? C'est quoi les enjeux financiers? Vous leur achetez des données? Vous leur achetez des... c'est un accord où on se met sur un projet d'étude pour générer de la donnée. Et là-dessus, vous seriez transparente là-dessus? Si je vous demandais combien a coûté l'achat de données sur l'HTA sur lequel vous travaillez, par exemple, vous me le diriez? Je n'ai pas l'information, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire combien on investit dans un projet. Hein. Mais vous n'ouvrez pas vos données, comme les hôpitaux britanniques, aux GAFA? Est-ce que vous allez donner vos données? Non. Non, nous, dans les projets que l'on a dans mon industrie... Donc vous n'ouvrez pas toutes vos bases aux GAFA, d'accord. Nous, on utilise les GAFA, parce que pour moi, les GAFA et les industriels de santé, c'est complémentaire. En fait, ils n'ont pas l'expertise de nos médicaments, ils n'ont pas l'expertise de nos pathologies. Ils sont des fournisseurs de données de façon non structurée, et ils ont besoin de cette expertise
pour pouvoir les affiner. Et c'est là, nous, on se positionne. C'est-à-dire qu'il y a des données, et l'idée, c'est de pouvoir... De les traiter. De les traiter, de les analyser et de voir comment, finalement, on peut travailler sur des stratégies. Et comment Pascal, il faut qu'on arrive, on arrive au terme. Oui, mais comment on résistera, Madame Polton et Madame Boyaval, à un assureur, par exemple, qui nous dira ou qui vous dira « j'ai absolument besoin de savoir comment sont... après tout, je paye, donc pour le parcours, je veux intervenir. Comment sera-t-on assuré qu'ils ne vont pas également utiliser ces données pour sélectionner les risques ?» C'est toujours la même question, mais alors ça maintenant que nous vous avons... Mais votre question, je pense, comme beaucoup d'autres, comme est-ce qu'on va ubériser les médecins et décider des diagnostics à leur place par des machines, ou toutes sortes de questions comme ça, ou est-ce qu'on va lever le voile d'ignorance parce qu'on saura prédire ce que les gens vont avoir comme pathologie? C'est le même type de question. Mais la seule réponse à cette question, c'est que je pense que c'est quand même à nous, en tant que communauté humaine, de prendre les mesures pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Notre futur n'est pas non plus écrit. C'est aussi à nous de faire en sorte que cette utilisation, elle soit conforme à la société qu'on veut et pas complètement... je veux dire, on peut être... vous avez tout à fait raison d'envisager des scénarios du pire, mais je ne pense pas non plus que ça soit inéluctable. Et ça dépend aussi de nous. Ça dépend des réglementations qu'on est capable d'avoir, de la façon dont on peut se coaliser en Europe pour être plus puissant, etc. Merci Pascal. Ce que l'on ne peut éviter, il faut le vouloir. Mon cher Philippe, qui? Montaigne. Machiavel. Merci. Merci. Merci mesdames, merci. Je pense qu'on y voit plus clair dans cette donnée de santé. Et on voit bien que l'avenir est devant nous. Qui l'a dit? Moi-même. Donc, merci Pascal, merci Renaud, merci Françoise Millet, Pierre Denis et Théo, à l'Opéra Restaurant qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à Goulren, à Colin, à Damien. Merci aussi à nos partenaires. Il faut que je les retrouve là. Groupe Point Vision, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, BVA et Carte Blanche. Et le prochain débat aura lieu le 8 février, ici même, avec Nicolas Revel, directeur général, votre ancien directeur général de l'assurance maladie, et Frédéric Pierru, sociologue. Et on abordera le problème de l'innovation technologique, l'innovation surtout organisationnelle pour transformer le système de soins. Bon retour et merci. Et bonne année. Et bonne année à tous.